Bonjour à tous, je suis le docteur Samuel Maignan, je suis biologiste et je suis chercheur au Centre Oscar-Lambray où je dirige une unité de recherche intitulée Unité tumorigénèse et résistance au traitement qui fait partie de l'UMR Cancer. Alors vous pouvez voir ici sur cette photo mon équipe avec laquelle je m'intéresse aux tumeurs cérébrales pédiatriques avec pour leitmotiv comprendre pour mieux traiter, traiter pour mieux comprendre, et ça je vais vous l'expliciter donc avec la présentation de nos différents projets de recherche. Tout d'abord, quelques mots sur les cancers de l'enfant. On pense souvent à tort que le cancer est une maladie d'adulte, voire une maladie d'adulte âgé. Eh bien, c'est faux. En France, on estime qu'un enfant sur 440 va être touché par un cancer, ce qui est énorme, et ce qui représente la seconde cause de mortalité chez les moins de 18 ans, juste après les accidents de la vie quotidienne. Alors chez l'enfant, les cancers les plus fréquents sont les leucémies qui sont suivis par les cancers du système nerveux central, suivis des lymphomes, et après on a un ensemble d'autres cancers que je ne détaillerai pas ici. Ce qui est important à savoir, c'est que tout cancer et tout grade confondu, les cancers de l'enfant se soignent relativement bien puisqu'ils présentent une chimiosensibilité importante et un taux de guérison qui avoisine les 80%, ce qui est supérieur à ce qu'on observe chez l'adulte. Alors malheureusement, parmi ces cancers, certains, eux, se soignent très mal. C'est le cas des DIPG ou gliomes malins infiltrants du tronc cérébral, dont la localisation est, comme on peut le voir ici, à la base du cerveau, au niveau du tronc cérébral, ce qui les rend très difficiles à opérer. Et de plus, leur caractère infiltrant empêche une exérèse totale. Ce sont des cancers qui présentent des formes très différentes de celles de l'adulte, mais ça c'est souvent le cas en pédiatrie, mais qui surtout sont peu ou pas sensibles à la chimiothérapie et aux thérapies ciblées. Ce qui fait que faute de chirurgie possible, la seule thérapeutique qui fonctionne à l'heure actuelle, c'est la radiothérapie, avec des effets limités dans le temps et une réévolution quasi systématique. En moyenne, la survie de ces enfants est de seulement 9 à 12 mois après le diagnostic. Pourquoi je vous montre cette image de Neil Armstrong, le premier homme qui a mis le pied sur la Lune il y a 50 ans? Parce que sa fille souffrait d'un DIPG et que, à l'heure où on parle d'aller sur Mars désormais, on se rend compte que depuis cette période, depuis 50 ans, on n'a pas fait de réel progrès dans le traitement des DIPG. Donc il y a vraiment urgence à soutenir cette recherche sur cette pathologie. Alors pour que vous compreniez bien nos projets de recherche, je vais utiliser une image qui j'espère vous parlera, c'est celle d'un champ de tulipes. À partir de maintenant, on va imaginer que nos cellules sont des tulipes et que ce champ est un tissu, en l'occurrence le tissu cérébral. On sait que parfois, malheureusement, au sein de ce champ va apparaître une tulipe mutée, une tulipe anormale qui, malheureusement, va proliférer, prendre le dessus, créer des dégâts dans ce champ, des dégâts malheureusement qui peuvent conduire jusqu'au décès. La façon conventionnelle que vous connaissez de mener de la recherche, c'est ce que j'ai appelé comprendre pour mieux traiter, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne la cellule cancéreuse pour pouvoir identifier sa faiblesse et la cibler avec un médicament. Il y a une caractéristique des gliomes de l'enfant, des gliomes pédiatriques infiltrants du tronc cérébral, c'est une mutation qui s'appelle H3.3K27M, qui est une mutation, une erreur qui va se glisser dans le génome, un endroit bien précis, qui va toucher une seule lettre des 3 milliards qui composent notre génome. Cette seule lettre, cette seule erreur d'écriture, va affecter plusieurs gènes, va les déréguler et va avoir un impact sur de multiples caractéristiques cellulaires. Et cette mutation va être capable de rendre cancéreuse, de détériorer notre tulipe pour la rendre cancéreuse. Et ça, c'est une mutation qui est donc spécifique des gliomes pédiatriques et qui est quasiment systématiquement présente dans les DIPG. Cette mutation est un facteur de mauvais pronostic, c'est-à-dire qu'une tumeur du tronc, lorsqu'on détecte cette mutation, on sait que le pronostic de l'enfant sera encore plus mauvais. Et ça fait partie des éléments primordiaux, des éléments déclencheurs qui seraient à l'origine de ce type de tumeur. Néanmoins, quand un enfant arrive au centre Oscar-Lambray avec ce type de tumeur, l'important n'est plus trop de savoir pourquoi la tumeur est là, comment elle est apparue, mais comment on va pouvoir la traiter. Et cette question reste entière. La question est, est-ce que la mutation H3.3K27M impacte la capacité des cellules cancéreuses à résister au traitement? Et c'est la question qu'on se pose au laboratoire. Pour répondre à cette question, nous développons des modèles cellulaires dans lesquels on va venir induire ou enlever cette mutation dans des cellules de gliome pédiatrique par réécriture, par gene editing, réécriture du code ADN de ces cellules. Donc on va prendre des cellules qui n'ont pas la mutation et on va induire cette mutation, ou prendre des cellules issues d'un patient qui avait cette mutation et puis
enlever la mutation. Et puis une fois que l'on dispose de ces modèles dans lesquels on a mis ou enlevé la mutation, on va pouvoir regarder quel est son impact réel sur la réponse à la radiothérapie et à la chimiothérapie. Et en parallèle, on va regarder bien les gènes qui vont être dérégulés pour identifier les mécanismes de résistance qui sont promus par cette mutation et puis identifier surtout des cibles thérapeutiques potentielles pour venir resensibiliser ces cellules cancéreuses au traitement. Alors ça, c'est un travail de très longue haleine qui est porté par mon étudiant, Andrea Ratokomalala, qui a développé ces modèles cellulaires, qui a réécrit l'ADN de ces cellules et qui maintenant les caractérise. Alors ça, c'est un travail qui, on le sait, va encore prendre plusieurs années, mais qui va nous apporter des informations très importantes. En parallèle, il y a une autre façon de faire de la recherche. Plutôt que de comprendre comment la cellule cancéreuse fonctionne pour pouvoir la cibler avec un médicament, on va utiliser un médicament, on va la traiter avec un médicament pour comprendre comment elle fonctionne. C'est ce qu'on appelle le criblage pharmacologique et le repositionnement de médicaments ou le repositionnement de composés. Comment ça fonctionne? Je reprends l'exemple de ma tulipe. Ma tulipe cancéreuse, je sais qu'elle ne répond pas aux chimiothérapies, aux traitements phytosanitaires conventionnels. Ça ne marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans les placards. À la maison, je vais prendre un peu tout ce que j'ai comme produit. Alors, il y a du liquide vaisselle, du sel, du miel, du lait. Et puis tous ces produits que je connais bien, que je sais ne pas tuer les cellules saines, donc les tulipes saines, je vais les tester sur ma tulipe cancéreuse et voir si, parmi ces produits qui ne tuent pas les cellules saines, certains tuent les cellules cancéreuses. Et on peut voir ici dans mon exemple que visiblement le pec citron et le miel nous permettent de nous débarrasser de cette tulipe cancéreuse sans altérer les cellules saines. Alors, bien sûr, on n'a pas mis du miel et du pec citron sur les cellules. On a testé une banque de 1300 molécules, 1300 médicaments qui sont parfaitement connus, qui sont utilisés depuis très longtemps, mais pas en cancérologie, qui sont utilisés dans le traitement du diabète, de maladies cardiaques ou des antiparasitaires. Et donc, on les a testés sur nos cellules. Alors, on n'a pas fait ça tout seul. On a été aidé par HS Pharma qui disposait d'une plateforme de screening à haut débit, donc un robot. Parce que 1300 molécules, c'est trop long à faire à la main. Et donc, grâce à cette plateforme, on a regardé parmi les 1300 molécules lesquelles tuaient nos cellules cancéreuses. Et on a identifié 10 composés, 10 molécules qui, de façon assez significative, tuent les cellules de DIPG. Alors, l'aventure ne s'arrête pas là. Il faut encore, avant de donner ça à un enfant, il faut comprendre pourquoi et comment on tue ces cellules cancéreuses. Est-ce que cette molécule agit en synergie avec la radiothérapie? Pour certains, c'est le cas, c'est-à-dire qu'ils marchent encore mieux quand ils sont associés à la radiothérapie, qui est ce traitement de référence de ces pathologies. Et puis, une question importante, c'est est-ce qu'ils vont être capables de passer la barrière hémato-encéphalique? La barrière hémato-encéphalique, c'est cette barrière qui protège le cerveau et qui protège aussi très très bien la tumeur cérébrale. Et donc, pour donner un médicament, dans l'espoir qu'il marche, il va falloir que ce médicament passe cette barrière hémato-encéphalique, mais ça, on va en parler juste après. Et puis le troisième axe que j'ai appelé des outils pour mieux comprendre, c'est un axe qui est plus technologique. Et pour illustrer cet axe, je reprends cette photo que je n'ai pas choisie au hasard et qui est un petit peu gênante. C'est qu'on a réussi à tuer notre tulipe cancéreuse. Néanmoins, dans cette photo, il y a quelque chose qui est très gênant, c'est que cette tulipe, elle est coupée, elle est dans un tube à essai, elle est toute seule, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas en lumière naturelle, donc elle est dans un environnement qui n'est pas celui de notre tulipe dans un champ. Et c'est bien là tout le problème, c'est qu'aujourd'hui en recherche, on mène nos expériences dans ces boîtes en plastique remplies de milieux de culture. Alors ça permet de faire de très grandes découvertes. Aujourd'hui encore, on découvre des traitements magnifiques grâce à ce type de recherche. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'expériences qui fonctionnent en laboratoire et qui ne fonctionnent plus chez le patient. Et ça, c'est très probablement dû au fait que entre un cerveau humain et une boîte en plastique, il y a un certain nombre de différences qui font qu'un traitement va pouvoir marcher en laboratoire et ne marchera pas chez le patient. Alors, pour revenir à ma comparaison, c'est comme si on voulait régler le problème qu'il y a dans le champ avec ces tulipes grises, mais qu'on faisait toutes nos études dans des serres, dans de la culture hors sol. Et ça, je vais vous expliquer toutes les limites que ça a. C'est un projet qui s'appelle DIPG sur puce, qui est porté par le docteur Alessandro Furlan, qui a été recruté il y a 1 an et demi au laboratoire, et qui a pour but de mimer au mieux, in vitro, le micro-environnement tumoral des DIPG pour mieux évaluer et améliorer, surtout améliorer, l'efficacité des traitements. Alors,
Si l'on reprend cette analogie, le premier point important, eh bien, c'est que dans mon champ, les tulipes sont serrées, alors que dans ma serre, eh bien, elles sont en faible densité, alignées. Eh bien, dans une tumeur, c'est pareil. On a des millions de cellules cancéreuses qui sont serrées, enchevêtrées, sur plusieurs niveaux, en 3 dimensions. Alors que dans la culture cellulaire actuelle en laboratoire, eh bien, on a des cellules qui sont en faible densité, en ce qu'on appelle en 2D, c'est-à-dire en tapis. On avait un seul niveau de cellules. Eh bien ça, c'est une différence qui est notable dans la réponse des cellules au traitement. Un autre paramètre, c'est l'accès aux ressources. Dans un champ, nos tulipes eh bien, elles doivent composer avec le soleil qu'il y a dans le ciel, la pluie qui tombe, on peut les arroser, mais avec la température extérieure. Alors que dans ma serre, eh bien, l'arrosage est enrichi, l'atmosphère est contrôlée. Eh bien, c'est pareil en laboratoire. Au sein d'une tumeur, la cellule a un accès assez limité aux nutriments et à l'oxygène du fait de la vascularisation qui n'est pas très bonne. Eh bien, dans des boîtes de pétri actuelles, ce qui ne va pas, c'est que les nutriments sont donnés à volonté et la cellule dispose à volonté d'oxygène. Et ça ne reproduit pas très bien la réalité d'une tumeur. Un autre point, eh bien, c'est que dans un champ, les tulipes poussent dans de la terre qui peut être argileuse, qui peut demander un peu d'effort aux racines. Alors que eh bien, sur une culture sur substrat, tout est facilité. Les racines n'ont pas du tout à faire d'efforts pour venir s'ancrer dans le substrat. Eh bien, c'est la même chose pour nos cellules cancéreuses qui, dans le cerveau, évoluent dans une matrice extracellulaire cérébrale, c'est-à-dire la matière du cerveau. Cette matière elle va avoir une rigidité, elle va provoquer une résistance, et puis elle va apporter aussi un certain nombre de composés que l'on n'aura pas forcément dans nos cultures de laboratoire, et puis une résistance qu'on n'aura pas parce qu'on fait pousser nos cellules sur un support en plastique dans un milieu liquide, donc elles ont toute la place, elles n'ont pas de contraintes physiques. Et puis le dernier point qui nous semble très très important à reproduire, c'est cette barrière hémato-encéphalique. Pour l'imaginer, eh bien, pensez que votre tissu cérébral, votre champ de tulipe est entouré par une haie assez haute qui va stopper le vent et tout ce qu'il peut apporter comme élément extérieur. Eh bien, dans le cerveau, les capillaires sanguins sont entourés par cette barrière protectrice qui va donc protéger le cerveau des produits chimiques, des agressions bactériennes, mais qui va aussi très très bien protéger donc la tumeur. Eh bien, dans une culture hors sol, on n'a pas cette haie. On va mettre un produit, il va avoir accès directement aux plantes. Eh bien, en laboratoire, dans nos boîtes de pétri, lorsqu'on met un composé dans la boîte de pétri, celui-ci va rentrer directement dans la cellule. Il ne va rencontrer aucune résistance, aucun filtre. Et ça, c'est un problème. Alors, pour solutionner ces différences entre ce que l'on a en laboratoire et dans une tumeur, eh bien, nous avons mis en place ce dispositif qui est pour l'instant un prototype, qui reproduit donc une densité cellulaire forte et en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on a un disque de cellules très compact, une matrice extracellulaire cérébrale. On reproduit cette matrice cérébrale avec les composants qu'elle contient, avec sa rigidité, les contraintes qu'elle applique sur les cellules cancéreuses. Un gradient de nutriments et d'oxygène, ce qu'on appelle l'hypoxie. Et bien ça, dans nos dispositifs, les cellules vont de moins en moins, à mesure qu'on approche du centre du disque, eh bien, vont de moins en moins avoir accès à la nourriture et à l'oxygène. Et c'est exactement ce qui se passe dans une tumeur et c'est un facteur très important de résistance au traitement. Et puis le dernier point, c'est cette barrière hémato-encéphalique. Alors c'est un modèle qui a été breveté par nos collègues de Lens. C'est ce qu'il y a dans ce petit panier gris, en plastique gris. Eh bien, c'est par ici que l'on va venir apporter tout ce que l'on veut apporter, que ce soit des nutriments ou des traitements. Eh bien, ils vont d'abord passer par ce petit panier où elles vont être filtrées par cette barrière hémato-encéphalique humaine avant d'arriver eh bien, aux cellules cancéreuses. Et donc, bien, un système, il est relié par des tubes que l'on pourrait comparer à la circulation sanguine, avec ici une pompe, le cœur. Et donc, tout ce système est parfaitement observable en temps réel et paramétrable pour vraiment avoir eh bien, ce que j'ai représenté ici, à savoir un mini-cerveau, une mini-tumeur cérébrale sous microscope. Alors, vraiment, l'avantage de ce système pour nous, c'est de pouvoir observer et comprendre de façon la plus juste possible, la plus proche possible, la réponse des cellules de DIPG au traitement de chimio et de radiothérapie. Et pour faire cela, eh bien, il faut pouvoir observer jour et nuit nos cellules dans ce dispositif. Quand le fermier eh bien, va dormir la nuit, il a envie de voir ce qui se passe dans son champ, parce que bien, c'est pas un champ, d'heure en heure, les cellules peuvent faire beaucoup de choses.
Et donc, il faut qu'on puisse garder un œil sur elle. Et donc, notre objectif, eh bien, c'est d'acquérir un vidéomicroscope de ce type de fluorescence qui nous permettra, eh bien, dans ce dispositif, suivre toute l'expérience, n'en manquer aucune image. Et puis, je ne vous l'apprendrai pas, pour s'occuper d'un champ de tulipes, pour s'occuper de cellules cancéreuses, eh bien, il faut des gens, il faut des ressources humaines, il faut des petits jardiniers, alors il faut des techniciens, des chercheurs motivés et compétents pour mener à bien ce projet et tous les autres. Et c'est là que votre soutien est vraiment primordial. Et j'en arrive à ce très grand merci. Merci de nous soutenir cette année encore, comme depuis maintenant de nombreuses années. Votre soutien qui permet bien d'avancer de façon vraiment significative dans ces différents projets pour, je l'espère, un jour trouver des solutions pour ces tumeurs cérébrales de l'enfant. Je vous adresse donc encore cette année de la part de toute l'équipe un grand merci et merci pour votre attention.